sur la 5.2, donc voilà, là je parlais de la 5.2, donc celle qui sort, enfin celle qui est déjà en release candidate, donc vous pouvez déjà la télécharger, la tester, migrer vos modules dessus. Donc elle va sortir à l'horizon de la fin d'année. Je crois que c'est aujourd'hui même, non? Non, pas aujourd'hui. Donc voilà, bon là, c'est donc on va passer de 5.1 à 5.2, rien de révolutionnaire là-dessus. Sur les breaking change, toujours plein de choses. Donc comme je disais, le Bootstrap 3 qu'on gardait compatible, maintenant c'est terminé. C'est-à-dire que si vous avez encore des composants Bootstrap 3, ils ne vont plus fonctionner, il faudra forcément les migrer en Bootstrap 4. Si vous utilisez que les composants simplicité de base, il n'y a rien à faire. Bon, les PNG, ils étaient encore là, mais là on les supprime vraiment et tout est vectoriel. Qu'est-ce qu'on fait en micro? JQuery, pareil, ça change. Les librairies Apache, enfin bon, après c'est les composants techniques qui évoluent par rapport au versionning classique parce que là c'était des failles de sécurité, donc on est obligé de les mettre à jour sur les couches HTTP, les jetons JWT, enfin bon, bref. Il n'y a rien de révolutionnaire entre la 5.1 et 5.2. Bon, mis à part Bootstrap, faut faire attention si vous avez écrit des classes ou vous utilisez vraiment des composants très spécifiques de Bootstrap 3, ils ne vont pas bien marcher dans cette version, mais il n'y a pas de révolution fondamentale sur passer d'une 5.1 à une 5.2. Donc il y a encore plein de nouveautés, forcément. Donc dans la génération de documents des modules, ça ajoute les modèles. Bon, Keycloak, on l'a backporté, mais effectivement on peut s'authentifier avec Keycloak. Il y a d'autres librairies qui permettent de convertir du HTML vers du PDF qui ont été intégrées. Donc c'est des librairies très pratiques. Ça vous fait une publication, du moustache, peu importe, qui exporte les données en HTML. Souvent c'est de l'HTML puisqu'on le présente à l'écran. Et là avec un simple bouton, tout PDF, c'est une petite librairie qui permet de convertir votre contenu HTML. Bon, simple, hein, c'est pas du HTML responsive, je sais pas quoi, avec des animations, parce que le but c'est que ça devienne imprimable, du PDF. Ça permet d'aller très vite en développement avec une ligne, on convertit facilement son code. Sur les exports, les imports et l'export, donc là la partie import, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que maintenant tout est asynchrone, donc on peut faire plus de choses. Quand on importe du XML, donc c'est aussi vrai pour l'import de modules, on peut choisir si ça s'arrête à la première erreur détectée, quand on importe des données en masse en XML, peu importe, même dans un adapteur. On peut dire à la première erreur que tu détectes, tu t'arrêtes, sinon c'est passant parce que c'est pas grave, c'est un warning, ça sera traité après comme des rejets. Et on peut le charger en parallèle, donc ça c'est pour les imports SAX. On peut, sur une même typologie de données, paralléliser les imports, ça a fait gagner, je sais pas, un facteur 2 ou 3 sur le temps d'import. Parce qu'ils ne les importent pas un par un comme avant, c'est que là, il va beaucoup plus vite. Et il résout le problème des cycles. Parce que là, aujourd'hui, si vous faites un import, on appelle ça le problème des jumeaux, mais dès que vous avez un cycle entre des objets, le problème c'est que quand on commence à l'importer la première fois, il ne connaît pas un délire, enfin il ne connaît pas un des acteurs. C'est on importe A, B n'est pas encore là, donc le lien de A vers B il n'est pas créé. Ensuite ça importe B, B c'est bon parce que A était là, donc il a créé un lien. Et ça s'arrêtait là. Donc là, avec cette version, ça va recycler, c'est-à-dire qu'il va détecter au début qu'il y a un lien qui n'a pas pu être tiré, et il va réimporter A à la fin pour que ça finisse le cycle et fermer la boucle. Donc si jamais il y a encore un rejet, parce qu'il y a une règle de gestion, bon, ça finira en rejet, mais voilà, jusqu'à aujourd'hui, c'était pas traité. Donc aujourd'hui, quand vous avez un patch avec des dépendances croisées comme ça, le patch, il fallait le charger 2 fois en général. L'import XML, il fallait le faire 2 fois, parce que la première fois, il le faisait, mais il manquait un petit bout. Et puis pour peu qu'on était sur stoppé à la première erreur, ça ne chargeait pas le reste. Enfin bref, ça se mordait la queue, c'était compliqué à importer. Donc là, cette fonctionnalité permet de résoudre pas mal de cycles. Ça ne résout pas tous les problèmes d'import, parce qu'il peut y avoir des modèles compliqués où les choses sont... Mais il faut que votre modèle, de toute façon, quand vous le pensez, qu'il y ait quand même un sens de lecture où ça puisse s'importer dans un certain sens. Voilà. Parce que si dans le cycle tout est obligatoire, Simplicité ne pourra jamais rompre un lien temporairement pour le recréer à la fin. Voilà. Sur les IDE et le code, alors pas mal de choses qui évoluent aussi. Alors sur la partie dans le code, vous pouvez rajouter spécifiquement des ressources dynamiquement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut déclarer des ressources, des CSS, des styles, enfin
des scripts, je sais pas, des images, vous les associez aux objets. Là, par code, vous pouvez les ajouter dynamiquement. Si le contenu de la ressource est dynamique, on peut le faire par code, on peut le changer. Sur les IDE, il y aura un atelier spécifique sur les IDE, TIA, VS Code, pour intégrer simplicité à un IDE pour coder en Java, faire du debug, plein de choses. Et pas rester dans le petit éditeur de code, Ace Editor de la plateforme, pour aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce que c'est l'autre? Petits algorithmes de clé de lune pour les read. On a rajouté pour les valider, pour valider les champs, des petits utilitaires, parce qu'on a eu les clés de lune, donc on a, plutôt que de développer à chaque fois la clé de lune ou je sais pas, ce genre de truc. Quand vous avez des besoins comme ça, remontez-les nous, parce que nous on les rajoute dans les composants pour faciliter à tout le monde les contrôles sur les saisies des champs. MFA, donc le multi-factor access, pareil, ça c'est la 5.2 aussi, si t'as pas backporté ça. C'est disponible en 5.1 dans une version expérimentale qui n'est pas aboutie, mais bon, ça fonctionne. En 5.2, c'est un peu plus abouti, donc ça permet sur l'authentification interne de simplicité, de rajouter un second facteur d'authentification. Donc ça peut être soit un envoi d'un code à usage unique par SMS ou email, soit ça peut être via une application d'authentification. Donc il y a un mécanisme c'est ce qu'on voit ici, il y a un mécanisme sur l'utilisateur qui permet d'afficher un QR code qui peut être donc importé dans une application d'authentification type Google Authenticator. Ça qui permet d'obtenir des codes à usage unique, enfin des codes limités dans le temps, à usage limité dans le temps pour se connecter. Donc le principe, c'est que je me connecte, je tape mon user, mon password, ça me demande le second facteur d'authentification. Ce qu'on a prévu aussi, c'est d'avoir le cas spécifique, donc qui permet d'implémenter via des hooks un second facteur spécifique, enfin ce que vous voulez, quoi. Donc on n'a pas eu le cas pour l'instant, mais comme ça avait été implémenté au départ comme ça, enfin le TOTP avait été implémenté comme ça au départ, on a généralisé le principe. Ok. De toute façon, c'est pareil, je crois qu'on pourra faire la démo après. Ça va, tu me dis, hein, sinon je passe, hein, parce que dès qu'il y a des écrans noirs, je passe. Hein. Qu'est-ce que c'était ça? C'était... ah oui, qu'on a fait, il manquait une fonctionnalité, c'est quand on relivre l'application et qu'on change les noms des champs. Souvent au début, quand on développe, on crée des champs, etc. Puis une fois qu'on a fini, on les renomme un peu parce qu'on avait fait des bêtises. Où on veut renormaliser les choses. Là, c'est-à-dire que les objets et les fils ont un historique où ils gardent en mémoire tous les anciens noms qui avaient été donnés au champ ou à l'objet, à la table. Et ce qui fait que quand on exporte dans son module, il y a toutes les all values qui sont envoyées. Ce qui fait que la plateforme qui va recevoir va comparer, dire attends, mais ce champ, je le connaissais sous un autre nom, et donc va pouvoir faire un alter en base, donc renommer la colonne ou la table, plutôt que de créer une nouvelle colonne. Auquel cas, il faut faire une reprise de données parce que l'ancienne colonne, il faut la détruire, il faut migrer les colonnes, enfin, il faut faire du SQL, tout ça, c'est fatigant. Donc voilà, donc ça, c'est une nouveauté, je ne sais pas pourquoi on ne l'avait pas fait depuis le début, mais voilà, ça va servir. Les plateformes hooks, pareil, on les a rendues, enfin comment dire, on peut en créer plusieurs. C'est-à-dire qu'on peut en mettre un par module, parce qu'en fait dans les plateformes hooks, c'est des hooks qui servent souvent à l'ouverture de session et qui dépendent des droits pour charger les droits d'utilisateur, en gros quand il démarre sa session. Et le problème c'est qu'il y avait des hooks qui étaient un peu en commun, le isMenu enable et le post search index, et ce qui dépend en gros des objets métiers qui sont paramétrés, parce qu'on va habiliter tel ou tel menu, tel ou tel objet, et donc ça dépend forcément du module qu'on livre. Et comme le plateforme hook, il n'y en avait qu'un seul, il fallait que tous les projets se mettent en commun pour dire qu'est-ce qu'on met dans ces hooks, parce que forcément il y avait des ifs à mettre dedans, chacun sa zone. Donc maintenant on peut livrer plusieurs plateformes hooks, donc il y a toujours celui de l'original, mais il suffit de le suffixer par le nom de son module, peu importe. Et Simplicité va les appeler les uns après les autres. Si jamais il y en a plusieurs, il va appeler tous les hooks les uns après les autres. Donc il ne faut pas de dépendance entre ces hooks parce qu'on considère qu'ils sont quand même isolés. Et typiquement pour habiliter les menus, enfin je sais pas, les uploads, etc. Enfin tout ce qui est contextuel à son module, on peut en avoir plusieurs. Les alertes qu'on a vues tout à l'heure, pareil, là on a rajouté un hook, on peut dire bah non, j'envoie ni vers Slack, ni vers Trello, ni vers email, machin, je veux envoyer sur mon système à moi. Donc là pareil, il faudra coder. Ça c'est sur le déploiement de Docker, donc grosse démo après, je sais plus. Mais c'est-à-dire que quand on déploie une instance Docker, on peut
embarquer à l'intérieur le chargement, quand l'instance va démarrer, charger l'ensemble des modules et des données aussi, et des données, des données métiers ou des données des données de référence, voilà, de datasets qui veulent être chargés. C'est-à-dire que, parce qu'aujourd'hui, quand on démarre une instance Docker, il faut importer ces modules après parce qu'elle démarre vite. Donc ça, pareil, je ferai une démo en atelier. Ouais, c'est un atelier, on regardera ça en détail, puis il y a Simon qui va montrer aussi une mise en pratique de ça dans un cadre plus large. Voilà. Alors ici, bon là il n'y a pas de grand changement. Sur les process flow, on a juste rajouté que quand on parcourt, sur un parcours client, on a rajouté le contexte, c'est-à-dire quand il a sélectionné, créé un objet dans son screen flow, pour lui rappeler qu'est-ce qui a été saisi, qu'est-ce qui a été sélectionné dans les différents écrans. Donc ça c'est une petite chose. Sur les recherches, ça c'est les recherches full text, on peut choisir parmi tous les objets indexables, ceux sur lesquels on veut chercher, parce que des fois on cherche un mot, mais ça va chercher sur tous les objets qui sont indexés. Si on est habilité à beaucoup d'objets, ça ramène... Voilà, le scoring n'est pas bon, donc on peut filtrer, dire non, je veux chercher que dans tel menu, dans tel domaine, ou tel et tel objet. Donc ça c'est pour les recherches globales, accessible soit depuis tout en haut, là, dans la barre de recherche, soit dans l'écran de recherche. Là j'en ai déjà dit, c'est les couleurs qui sont réutilisées dans l'écran stable. Ça c'est autre chose, c'est quand on fait un tree view sur un objet, donc une arborescence de données, on peut l'intégrer directement dans le template d'un objet, c'est-à-dire que là sur un client, je peux avoir l'ensemble de ses commandes, etc. Parce que j'ai créé un arbre sur le client, donc on peut directement le mettre sur sa fiche, sans avoir à coder. Avant il fallait coder pour faire tout ça. L'import des modules, donc c'est pareil, il utilise des fonctionnalités de parallélisation. Donc l'import des modules s'arrête à la première erreur, c'est ça. et en parallèle, ça on ne peut pas choisir, hein, mais en gros on a constaté, parce qu'après ça dépend des modules, comment ils sont faits, mais c'est en gros 2 fois plus rapide. Parce que quand on a commencé à avoir des grosses applis où on a tout mis dans un seul module et qu'on n'a pas packagé par petits modules, ça peut. Enfin, aujourd'hui, il y a des modules qui peuvent aller de 5 minutes à s'importer, donc voilà, ils voteront 2-3 minutes. Donc on gagne un facteur non négligeable. On a rajouté un type sur les modules, c'est pas du tout un champ obligatoire. Ça l'est pour nos éditeurs parce nous ils sont tagués système ou add-on, c'est-à-dire que soit c'est le core système, donc c'est des modules qui sont. On va les supprimer. Les add-ons, c'est plutôt parce que nous, on va livrer des choses optionnelles que vous pouvez installer ou pas, typiquement une langue, choses comme ça. Et vous, ensuite, vous pouvez taguer vos modules en tant qu'application, boîte à outils, service. Il y a des modules de données aussi. Si vous mettez tous les utilisateurs dans un module, vous dites qu'il est l'outil de données. Donc cette typologie, après, pourra servir justement sur le delivery à packager différemment les choses. Donc sur les modules encore, il y a pas mal de choses. Avant d'accéder au module Git, enfin au commit repository, par le petit bouton, parce que c'était une page externe, un objet externe, où il a été refactoré. Bon, il est toujours accessible parce que ce component, donc sous forme de liste, c'est-à-dire qu'on a directement tous les commits Git avec le count. Et puis c'est la même présentation, c'est qu'en gros on voit tous les commits, qu'est-ce qui a été changé, et puis les mêmes fonctionnalités de commit, pull, push. Donc ça c'est vraiment pour les modules qui sont sur un setting, enfin un repo Git, où en fait qui est cloné en local. Donc voilà, et quand on commit, ça demande toujours le message, avec en plus, donc dans cette version, on peut exporter maintenant en JSON et plus qu'en XML, c'est-à-dire qu'il y a 2 formats qui sont supportés, le XML historique que vous connaissez, et maintenant il y a un nouveau format qui est JSON. Alors bon, il est plus pratique parce que c'est qu'en gros il est arborescent. C'est-à-dire dans JSON, on peut avoir les objets, les fils, etc. à l'intérieur d'un JSON arborescent, c'est plus tout en randonnion, parce que le XML aujourd'hui c'est une liste de tous les objets les uns après les autres. Là le JSON permet d'exporter en cascade, enfin avoir vraiment une grappe, quand même un arbre de tout son paramétrage. Et on peut, comme pour le XML, le mettre, soit avoir un gros fichier JSON, soit N fichiers éclatés dans une arborescence, dans un zip arborescent. Ouais, il faut peut-être préciser qu'il y avait une fonction expérimentale qui avait été introduite en 5.0, qui a été maintenue en 5.1, qui permettait d'exporter dans un format JSON, y compris en exposé. Là, c'est différent. Du coup, la structure sera différente parce que cette fois, c'est arborescent. C'est du vrai JSON, comme le JSON Ajax, hein, c'est avec les items qui sont
populés. Et comme je disais, c'est que quand vous exportez un champ, les traductions du champ sont juste dans la version répertoire de ce JSON. Les traductions ne sont pas à la fin du fichier. Ça ne change pas le contenu du JSON, mais ça change l'organisation. L'organisation est beaucoup plus structurée. Et surtout, on va voir le slide d'après, c'est devient comparable. Enfin, c'est plus facile à comparer. Oui, il y a une raison au changement. Ah voilà, donc bon, là, la fonction de commit, c'est vraiment pour ceux qui utilisent du Git, ça peut passer par là ou pas. Mais voilà. Et donc, dans les exports, aujourd'hui vous aviez ces exports-là, maintenant il y a la même chose en version JSON. Donc soit éclaté, soit pas éclaté, soit un seul gros fichier. Bon, en général, on fait un zip, parce que ça contient tous les codes sources en tant que vrai, .java, .js, etc. Parce que si on fait un seul JSON, c'est que les documents textuels sont alignés dans un gros CData. Enfin, c'est pas du tout. Voilà. Il vaut mieux avoir un zip avec une arborescence. Et une fois que vous avez choisi un format, par contre, il ne faut pas trop en changer parce que si vous exportez en XML, mais la fois d'après en JSON, puis vous revenez en XML, ces versions-là ne seront pas comparables parce qu'on ne peut pas comparer une JSON et le XML facilement. Donc, voilà. Donc, on va aller progressivement vers le JSON, le XML reste compatible de toute façon parce que il y a tout un tas de couches qui ont besoin de ces formats-là. Voilà. Et donc voilà, l'avantage du JSON, c'est qu'on peut, il y a un nouvel écran. Le XML, il y avait un vieux écran legacy qui comparait le XML. Et on pouvait faire le diff et faire le patch du delta, c'est-à-dire livrer en gros la différence. Là, on va beaucoup plus loin, c'est que le JSON, il est arborescent, donc l'écran, il va être arborescent, c'est-à-dire qu'on peut plier les business objects ou les fils, par section. Et à l'intérieur d'une section, on voit vraiment la différence entre ce que j'ai en local et un remote. Donc le remote, il peut être de plein de sources différentes. Ça peut être un fichier que vous avez exporté, ça peut être un autre simplicité, donc une URL simplicité, votre plateforme d'intégration. Vous comparez par rapport à votre plateforme d'intégration. Ça peut être un repo Git ou une URL tout simplement où il y a un zip que vous allez chercher ailleurs. Et donc en fait, vous pouvez choisir ce que vous gardez ou ce que vous voulez récupérer. Donc vous sélectionnez, soit tout, soit rien. Voilà. Et à la fin, en cliquant là, ça vous génère le patch que vous allez télécharger ou diffuser. Là, on ne livre pas tout le module dans un sens ou l'autre. On dit, tiens, je veux livrer que ça et ça, ou je veux récupérer que ça ou ça. Donc c'est vraiment un mode delta qu'on n'avait pas avant et qui était qui est très pratique parce que souvent, quand on fait du paramétrage, on n'a pas fini certains trucs. Il y a des trucs qui sont stables, on veut les livrer, donc on livre que ça. Et puis le reste, on livrera plus tard. Ou dans l'autre sens, on a cassé un truc, mais on ne veut pas réimporter tout le module pour écraser ses devs. On veut récupérer que la ressource qu'on a cassée, donc hop, on la retélécharge, en choisissant ce qu'on veut dans la différence entre ce que j'ai en local et ce qui a été paramétré sur une source distante. Donc voilà, ça c'est un composant qui va aussi évoluer dans le temps en fonction de vos retours, mais bon voilà. L'idée c'est qu'on passera quand même pas mal par là. Chaque développeur, quand on est beaucoup de développeurs sur un même module, on a besoin de passer par là ça fait office de fonction de merge aussi, de dire ce que je prends, ce que je ne prends pas, parmi tout ce qui a été modifié par différents développeurs. Donc ça n'empêche pas d'avoir une organisation de projet où les gens ne se marchent pas trop dessus sur le paramétrage, chacun son domaine et ses fonctionnalités. Voilà. Et ça c'était un composant qui manquait beaucoup, que la version XML n'était pas de faire parce qu'elle n'était pas structurée de la même manière. La dernière chose sur cette version, c'est l'éditeur de thème. Donc le thème qui était livré en 5.1, V5, il est natif et on a rajouté par-dessus l'éditeur. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un thème, vous avez le preview. Le preview est éditable. C'est-à-dire que là, vous cliquez, on va faire une démo après. Et, vous cliquez, vous changez les couleurs, les menus, les arrondis, les paddings, je sais pas. Il n'y a pas tout, on va pas tout. On peut toujours rajouter du CSS, mais dans l'idée, c'est que là, c'est une démo, c'est un template en fond noir, en développeur. Voilà, donc ça, pareil, on pourra faire une démo après un atelier. Il est très pratique, ça va beaucoup plus vite, parce qu'avant, il fallait faire beaucoup de CSS pour changer les thèmes. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. Ça, pareil, je ne vais pas trop en parler, parce que c'est... Ouais, je vais en parler. Ça t'en parlera. Ouais, je vais en parler. Pas là tout de suite. Pas tout de suite. Sur la liste de mes slides.